3 ans après son échouement au large de Marais, le quai Trader est toujours encastré sur le récif. Durant la crise du Covid a retardé les travaux pour retirer l'épave du porte-conteneur Le Point avec Coralie Cochin dans un instant. Ludovic Lanceleur, vainqueur de la 10e édition du Trail des Cagous, une 7e victoire pour le trailer. Il a bouclé les 100 km en 11h17. En football, triomphe de l'AS Magenta hier lors de la reprise du championnat de Super League. Elle s'est imposée face à Tigasport 2-1. Compte rendu du match dans ce journal. 3 ans, jour pour jour, après l'échouement du quai Trader, le porte-conteneur est toujours encastré sur le récif durant au large de Marais. Les travaux pour retirer les 2 morceaux de l'épave sont au point mort à cause de la pandémie de Covid-19. Avec la fermeture des frontières, le personnel chinois réquisitionné pour le chantier n'a jamais pu rejoindre la Nouvelle-Calédonie. Coralie Cochin. Fin mars, des équipes techniques et du personnel de relève devaient arriver de Chine par avion. Leur mission, venir en renfort de la trentaine d'hommes à bord de la barge Kali, arrivés 1 mois plus tôt pour démanteler le quai Trader. Mais la crise sanitaire est passée par là. Aujourd'hui, le chantier est en stand-by, comme l'indique Thierry Canteri, directeur des affaires maritimes. L'équipage qui est présent est un équipage minimal pour faire venir la barge par mer, mais n'est pas suffisant en compétences, en nombre, pour pouvoir ensuite aller sur le récif du Rang et travailler sur place pour découper la barge, parce que c'est des opérations complexes où nécessitent des plongeurs, des grutiers, etc., qui ne sont pas présents à bord de la barge actuellement. Pendant ce temps, les 2 morceaux de l'épave sont toujours coincés sur le récif du Rang. Le porte-conteneur poursuit sa lente décomposition. Qui se dégrade forcément chaque jour un petit peu puisqu'il est soumis à l'assaut des vagues réguliers. Je rappelle que le bateau est échoué en plein océan, donc il y a des vagues régulièrement. Il y a eu une surveillance très forte au début de l'échouement, c'est normal, puisqu'il y avait quelques débris qui étaient perdus, donc il fallait les ramasser. Maintenant, il n'y a aucune perte sur le navire, en tout cas aucune perte qui ont été identifiées, et donc il n'y a plus de surveillance quotidienne comme auparavant. À 90 km de là, les habitants de Marais doivent se réunir mardi pour rediscuter du dossier. Ils demandent à l'armateur un dédommagement pour la pollution causée. Georges Rouérou est le président du collectif du district de Pénélo. On va se battre pour que le responsable du quai Trader nous dédommage ces prisons causées. Le récif du Rang, ça appartient à un clan du district de Pénélo. Comme il y a des conteneurs qui sont tombés dans l'eau, qui nous dit que le poisson est bon à consommer, et demain on ne va pas attraper des maladies. Sur les îles, la mer, c'est le garde-manger. En attendant le démarrage du chantier, des opérations de dépollution se poursuivent sur le récif. En juin, près de 4 tonnes d'acier ont été sorties de l'eau et transférées sur la Grande Terre pour être recyclées. Voilà, c'était un reportage de Coralie Cochin. Et cette information pratique au Val d'Or, la mise à l'eau et le ponton seront fermés à partir de 16h aujourd'hui. Une mesure exceptionnelle en raison du feu d'artifice organisé par la ville du Mont-d'Or pour la fête nationale. Ils rouvriront normalement le mardi 14 juillet. Suite à l'incendie de la bâche commémorative de la fête nationale accrochée à la façade de l'hôtel de la Province Sud, le Rassemblement national a réagi via un communiqué signé du secrétaire fédéral du parti Alain Descombelles. Les actes de délinquance et de violence sont, je cite, de plus en plus présents en Nouvelle-Calédonie française. Combien de dégradations de lieux publics, de personnes agressées, peut-être bientôt de morts faudra-t-il pour que l'État français réagisse enfin avec détermination? Il souhaiterait qu'une grande manifestation soit organisée du Sénat coutumier jusqu'au Haut Commissariat afin, je cite, de faire entendre leur voix pour le respect de la démocratie et l'application sans réserve de la loi française en Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. L'Assemblée générale du Palika a réuni 25 de ses 32 sections de base hier à Kouékara, la 2e AG de l'année du parti, pour faire le bilan des municipales et préparer le référendum du 4 octobre. Charles Wachitine, le porte-parole du Palika. Le constat, il est celui-là, c'est qu'on perd effectivement 4 mairies qui sont quand même emblématiques, mais dans le même temps, on arrive à avoir des conseillers municipaux dans un certain nombre d'autres mairies. Donc ça relativise, on va dire, l'échec, mais fort de ce constat, nous avons simplement estimé, et ce qui est conforme à la motion que nous avons prise à Yaï, en considérant que les municipales ne s'inscrivent que dans la marche, on va dire, vers la consultation de sortie. Et donc, fort de ce constat, nous avons dit à cette Assemblée générale qu'il nous faut dès aujourd'hui, dès demain,
nous mobiliser pour le référendum du 4 octobre. C'était Charles Ouachetine, porte-parole du Palika, au micro de Sheima Riahi et Laura Chintu. Plus que 4 jours pour s'inscrire afin de pouvoir voter dans les bureaux de vote délocalisés lors du prochain référendum. Jacques Lallier, le président de la province des îles, appelle les loyaltiens via un communiqué à effectuer leur démarche, de se rendre au centre administratif munis de leurs pièces d'identité. Le centre administratif sera ouvert demain de 8h à 13h et de mercredi à vendredi de 8h à 16h. Les bureaux de vote délocalisés sont dédiés, on le rappelle, aux électeurs de Bélep, de l'île des Pins et des îles Loyauté qui vivent sur la Grande Terre, dispositif qui leur permet de voter eux-mêmes à Nouméa lors du prochain scrutin référendaire. En 2018, 3200 personnes s'étaient inscrites. Direction le Grand Sud, Ludovic Lanceleur remporte ce matin la 10e édition du Trail des Cagous. Il a parcouru les 100 km après 11h17 d'effort. Parti hier soir à 22h, il a franchi la ligne d'arrivée ce matin à 9h17. Ludovic Lanceleur gagne pour la 7e fois le Trail des Cagous. Écoutez-le au micro de William Lecrin. Très content donc de gagner et aussi de terminer à 100 km de nuit. C'était aussi un objectif de dépassement de soi, donc content d'avoir terminé cette course. 3/4 de la course de nuit, c'est assez particulier. Assez particulier, surtout que là, cette année, il a fait froid. Donc il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. Le manque de sommeil. Ce départ était à 22h, donc personnellement, de 22h à 1h, 2h du matin, j'ai plus envie de dormir que de courir. Après, la fatigue passe. Et puis là, il y avait un autre paramètre, c'était la pluie et le froid. Donc on n'est pas en hyper bonne forme. Donc, il faut se battre avec. C'est du trail, c'est pour ça. Son concurrent en direct, c'était Oswald Cochoro qui a abandonné. Alors oui, Oswald n'était pas en pleine forme sur ce trail des Cagous. Il a une petite blessure au pied, donc il n'est pas arrivé très serein. Il a essayé de faire les 50 premiers kilomètres. On les a fait ensemble, mais il a souffert un petit peu en fin de course et il se sentait pas capable de continuer ce trail des Cagous. Et la suite pour ça Là, un peu de récup, mais motivé pour reprendre les trails courts. La semaine prochaine, il y a le trail des Grandes Fougères, 20 km. Il va être très rapide. Et après, l'objectif reste les Raids du Nord, la Gigawatt et la Coast to Coast. Donc un gros calendrier. Ludovic Lanceleur, vainqueur du Trail des Cagous. En football, l'AS Magenta réalise le hold-up parfait. Hier soir au stade Numadélé, les hommes d'Alamoison se sont imposés 2-1 face à Tigaspor lors de la 2e journée de Super League. Mené 1-0 à la mi-temps, Magenta a fait la différence dans les 15 dernières minutes de jeu. Le reportage de William Lecrin. La rencontre Tigaspor-AS Magenta a tenu toutes ses promesses sur le plan du jeu. Tigaspor peut avoir énormément de regrets. L'équipe pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 25e minute de jeu par l'OS Waya. Puis elle a commencé à reculer. Elle a été sanctionnée. Pierre Wadjoka a déploré quelques erreurs de ses joueurs. Tactiquement, c'était très costaud des 45 premières minutes. On pouvait faire le break sur 2 occasions. Si on menait 2-3-0, c'est plus la même chose. Et deuxième mi-temps, on a baissé le jeu, on a reculé. On a voulu tenir ce score-là, mais après, Magenta a très bien joué. Après, il y a 2 faits de jeu. Au lieu de mettre 2 ballons devant, on voulait jouer encore. Contre-attaque, but. Puis après le pénalty, je ne sais pas s'il y a pénalty, mais bon, ça fait partie du jeu. Les arbitres aussi peuvent se tromper. L'entrée en jeu du jeune attaquant Jérémy Génaud à la 75e minute a totalement changé la physionomie du match, puisque c'est lui qui égalise à la 78e et qui inscrit le pénalty dans les arrêts de jeu. Un coaching gagnant pour Alain Moison, l'entraîneur de Magenta. C'est toujours facile après. C'est jamais évident qu'il faut sortir Kevin, qui est pour nous un joueur très très important. Et oui, là il fallait amener autre chose et le petit Génaud est capable techniquement de faire des très très belles choses et avec Fonzi qui relaie bien et qui a levé la tête, qui a assuré une belle passe, il a lui ensuite pu marquer de belle manière. Peut-être avions-nous un peu plus la maîtrise du ballon, des belles remontées de balles, ça c'était très intéressant. Au milieu, effectivement, très, très efficace aussi. Donc il fallait rectifier un petit peu devant, c'est toujours le plus difficile en général d'aller marquer des buts. Pour la 3e journée prévue les 25 et 26 juillet, Magenta affrontera Yengensport et Tigaspor sera opposé à l'AS Lecy. C'était un reportage de William Lecrin. Pour les autres matchs, l'AS Lecy s'est largement imposé face à l'AS Cougnier 6-1. Yengensport a gagné par forfait
contre l'AS Mandor. Le club mandorien ne s'est pas déplacé car selon les dirigeants de l'équipe, le stade de Yingen où devait avoir lieu le match n'est pas aux normes. Et la deuxième journée de Super League se poursuit cet après-midi avec la rencontre AS Wedge SC Nejehu au stade Numadele à partir de 14h. Quatrième et dernier jour du salon du 4x4 à l'Arène du Sud à Païta aujourd'hui. Événement qui attire les foules. Pour cette deuxième édition, tous les concessionnaires du territoire étaient présents pour exposer leurs nouveautés. Coup de cœur des Calédoniens pour les SUV hybrides, des modèles associant essence et électrique qui bénéficient d'une TGC à 3%. Les véhicules thermiques, eux, sont taxés à 22%. Le reportage de Cédric Michaud et Laure Aubry. L'hybride, star du salon du 4x4. C'est en tout cas ce que laisse suggérer le festival de ces modèles dans les allées. Chez Toyota, par exemple, pionnier de l'hybride en Calédonie, les SUV RAV4, Yaris et CHR adoptent toute cette technologie qui permet de réduire de moitié sa consommation de carburant. On a de plus en plus de demandes sur de l'hybride. Et il y a un peu plus de 5 ans, aujourd'hui on commercialise dans notre gamme quasiment 40% de nos véhicules qui sont sur de l'hybride, dirigés sur de l'hybride. 50% du temps sur l'utilisation essence et 50% du temps sur une utilisation non électrique. Du côté des visiteurs, beaucoup cherchent à verdir leur consommation. Comme ce papa, charmé par un modèle qui se recharge en roulant pendant les phases de décélération et de freinage. Au niveau de l'écologie aussi, c'est bien. Oui. Je pense pas changer tout de suite parce que j'ai une voiture qui est pas trop vieille encore. Mais dans l'avenir, quand je pourrais, une hybride, ça m'intéresserait, ouais. Moins pratique pour le camping, mais plus écolo. Quelques citadines électriques sont également présentées, sans grand succès. Ici, la Hyundai Kona fait pourtant office de référence dans le domaine avec ses 500 km d'autonomie. On sent de l'intéressement, mais bon, bien entendu, c'est quand même assez nouveau. Donc on a besoin d'un peu d'acclimatation, je pense. Également d'un peu plus d'installation. Là, aujourd'hui, vous avez des bornes, par exemple, au Dimbé à Mol, où les gens peuvent recharger gratuitement leur voiture. Mais il faut que ce soit quelque chose qui se généralise encore. L'électrique, une technologie propre, mais encore trop contraignante. De quoi laisser perplexe quant à la possibilité d'abandonner prochainement les voitures thermiques. C'était un reportage de Laure Aubry et Cédric Michaud. Et avant de se quitter, si vous préférez écouter de la musique et danser en plein air, un trio de jeunes jazzmen jouera cet après-midi à partir de 16h sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie, baptisé Live au Parc. Ce rendez-vous culturel sera proposé 3 dimanches par mois avec un concert gratuit ou une démonstration de danse. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon dimanche sur la première. Et la suite de vos programmes.